Ok, bonjour encore tout le monde. Nous retournons pour deuxième présentation pendant pour journée, hein. Première présentation, c'était sur tourisme durable. Deuxième présentation, c'est sous filière de pêche en Haïti. Son présentation t'a faite en français. Mon qui fait là, c'est en français c'est Grégoire Touron-Gardic. Ma li biographie li en français. Ensuite, après présentation, même si moi recevoir question, que ce soit en français, que ce soit en créole, m'a transmettre question pour le capable de répondre. Nous dit effectivement que première conférence ça, il rentré dans finalité pour nous capables d'éduquer, sensibiliser et vulgariser beaucoup plus sous maritime. Non? Ça veut dire n'a touché beaucoup plus secteur pour permettre un pile monde rentrer dans le et comprendre sujet à parler de lui, qui ça qui rentre dans l'autre, qui ensemble de secteurs qui la donne, à qui ça nous exposer, qui est ta connaissance, dans qui ça Haïti est, et qui j'en signe besoin commencer à planifier pour système ça, pour écosystème ça, pour le développer, qui ensemble de recherche, qui ensemble de données, qui ensemble de travail qui fait tout ça, qui est meilleure façon pour notre là-dedans. Donc, c'est toujours notre objectif, vulgariser, sensibiliser et éduquer ce sujet. Bonjour Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour tout le monde, merci. Le microphone, comme ça, tu pourras faire ta présentation. Grégoire est associé de recherche senior au Centre pour la gouvernance bleue à l'Université de Portsmouth, Royaume-Uni. Ses sujets de recherche sont essentiellement liés à l'écologie littérale, les marines et notamment les aires marines protégées, la gestion des écosystèmes littéraux, la quantification des services écosystémiques, mais aussi la pêche artisanale et industrielle. Ces terrains de recherche sont essentiellement l'Afrique de l'Ouest, dans la zone Caraïbe, ainsi que la France et les territoires d'outre-mer. En parallèle, il fait régulièrement des consultations pour des organismes plurinationaux ou des ONG, associations aussi dans le domaine de la gestion de l'environnement marin, notamment des documents stratégiques. Enfin, Grégoire travaille maintenant aussi comme observateur scientifique embarqué sur les bateaux de pêche sur la côte atlantique française pour le compte d'une société privée, Sinaï, qui travaille pour le compte de l'État français. Donc voilà en bref la présentation, la biographie de Grégoire. Grégoire, tu as maintenant le micro, c'est un plaisir pour nous de t'accueillir. D'accord, merci beaucoup Ralph. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir et un honneur d'être présent pour cette première conférence Haïti maritime. Sans plus tarder, alors je vais parler un petit peu de la filière de pêche artisanale en Haïti. Et pour ce faire, j'avais un petit PowerPoint. C'est ce que je peux vous partager mon écran maintenant pour qu'on bascule sur la présentation. Hop, ça. Voilà, est-ce que vous voyez la présentation maintenant? Oui, oui, D'accord. oui. Alors, je vais le titre de la présentation, la filière de pêche à Haïti, que je vais remettre en perspective, notamment face à la sécurité alimentaire. Alors, c'est une présentation que j'avais réalisée avec des collègues, des confrères haïtiens, Asmine Désirade, qui était étudiante à l'Université d'État d'Haïti, qui maintenant est en études à Rimouski au Québec, et Mohamed Blanc, qui est un ingénieur agronome qui travaillait pour le compte du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural à Haïti. Et alors, je vais peut-être directement passer à un autre slide que je ne trouve pas ici. Ah, voilà, c'était avant. Mes excuses. Voilà. Et qui était réalisé cette étude sur la filière de pêche dans le cadre d'une expertise scientifique collective menée par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement français, et par le ministère haïtien de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, le MARNDR. Et c'est un gros bouquin finalement qui a été rendu, qui avait été financé par la Banque interaméricaine de développement
dans le but de formuler un certain nombre de recommandations et de dresser un état des lieux de la pêche en Haïti. Donc moi j'avais travaillé essentiellement sur les aspects de filière de distribution, voilà donc avec mes confrères. Et sans plus tarder, un petit peu de contexte, et ensuite je vous parlerai des objectifs de cette étude, et ensuite je vous présenterai les principaux résultats. Donc tout d'abord, contexte 1 sur 2, la mer des Caraïbes, c'est très bien. Haïti est donc entouré de pas mal d'autres États insulaires. C'est le pays le plus pauvre de la région. Il bénéficie d'un relief accidenté qui n'est pas forcément un point fort. Ça veut dire que les surfaces disponibles pour l'agriculture sont assez limitées. Euh, Relief accidenté aussi bathymétrique, c'est-à-dire dans l'eau. Il y a un plateau qui est très réduit, un plateau en eau peu profonde qui est très réduit, et on bascule tout de suite dans des eaux très profondes, qui n'est pas favorable à la pêche côtière. Et faut souligner aussi l'instabilité politique, troubles sociaux, etc. Là, cette présentation avait été réalisée pour la première fois durant le tournant 2019-2020. J'ai rajouté aussi cette slide de contexte pour montrer qu'entre-temps, la situation ne s'était pas améliorée, avec notamment, ça c'était un rapport de la Banque mondiale qui disait que l'économie s'était encore contractée après 2019 jusqu'à maintenant. Donc un contexte difficile pour mettre en perspective cette étude. Maintenant, pour ce qui est de l'alimentation, parce que je vais parler des produits de la pêche, bon, il faut savoir que grande partie de la population étant en sous-alimentation, les apports nutritionnels sont assez hétérogènes et souvent incomplets. Là, on a une figure à droite de la slide qui montre la consommation de protéines par personne et par jour. On voit que c'est assez peu et surtout, on voit que c'est surtout des protéines d'origine végétale. Donc, que ce soit la viande ou le poisson, c'est assez faible. L'apport en protéines est donc insuffisant et notamment, on voit en bleu les sources de protéines issues des produits de la mer. C'est vraiment marginal par rapport à la consommation totale. À savoir que la plupart de ces apports en protéines sont issus d'importation. Et évidemment, là, on est dans une consommation de poissons qui est très faible, 5 kilos par habitant et par an, ça c'était l'estimation de la FAO. C'est vraiment en dessous de la moyenne régionale tout d'abord, mais même dans les pays en voie de développement, on est autour de 20 kilos normalement, bien au-dessus. Euh, un autre aspect, donc là on est plus pour le côté pêche. Euh, la plupart des produits de la mer qui sont consommés dans le pays sont issus de l'importation, notamment les chinchards, harengs, les conserves, etc. Et au final, c'est quasiment 80-20%. Et en ce qui concerne les espèces locales, surtout des espèces de récifs, c'est une pêche essentiellement côtière et les poissons qui ont la côte sont surtout les poissons colorés et les poissons rouges. Et dans un second temps, les gros poissons blancs comme les dorades porciphaines, les titons, les espèces pélagiques de plus grande taille. Et enfin, après, on a tous les petits poissons qui sont la troisième catégorie, la plus vendue en termes de tonnage, la moins chère. Ce sont tous les petits poissons, sardines, qui sont des juvéniles de petites espèces, etc. Donc l'objectif de ce travail, c'est de présenter déjà la filière de pêche, d'en identifier certains points faibles et puis ensuite d'en extraire certaines recommandations afin d'en améliorer l'efficacité. Le procédé par lequel on a conduit cette étude, donc le protocole avec lequel on a conduit cette étude a été pas mal régi par la Bible de ce travail-là. C'était Brewer dans les îles Salomon qui avait fait un travail fantastique et qui avait remonté la filière un peu comme aurait fait un journaliste. Et on n'est plus trop dans une étude scientifique. Il avait commencé par voir les principaux clients et ensuite il avait demandé où est-ce qu'ils avaient acheté ces poissons. Donc après, il est allé sur les lieux de vente de ces poissons, il est allé demander d'où venaient ces poissons, le marché secondaire, et ainsi de suite. Et donc du client, de l'assiette, il était remonté petit à petit au point de débarquement de la filière dans les îles Salomon. Et on a essayé de mener un travail similaire ici en Haïti. Avec ça, on s'est beaucoup aidé dans le pool d'experts de
cette expertise collective, on a eu beaucoup d'appui des experts locaux, notamment du ministère. Le ministère mène aussi un recensement national qui est intéressant avec beaucoup de données sur tous les lieux de pêche, tous les points de débarquement, le nombre de bateaux, etc. Et enfin, on a aussi bénéficié de l'apport de mémoire de master d'étudiants nationaux. Voilà quelques photos. Là, je voulais souligner le fait que on avait c'était pas mal d'associations de pêcheurs. Ça, c'était un échelon déterminant dans la structuration de la filière, ces associations de pêcheurs. Et aussi à gauche, on voyait halle, une halle de vente de poissons qui avait été construite par la coopération internationale. Je crois que ça, c'était la coopération japonaise. Et au final, elle était boudée par les vendeuses de poissons parce que beaucoup trop chaude et donc elles préféraient vendre en dehors de cette halle de poissons. Sur la droite, on voit donc au même endroit les vendeuses qui vendaient à même le sol en dehors de cette halle de poissons leurs produits de la pêche. C'est un exemple d'une intervention de la coopération internationale qui n'était pas adéquat parce que pas bien conçu, pas bien pensé par rapport au contexte local. Et là, notamment, c'était le toit en tôle qui surchauffait les produits de la pêche et qui faisait qu'ils pourrissaient plus vite. Alors, notre étude de l'assiette jusqu'au débarquement et jusqu'aux pêcheurs nous a permis comme ça de dresser des petits schémas avec les acteurs et les flèches qui va vers où. Et aussi des cartes avec les flux principaux au niveau du pays. Je reviendrai dessus plus en détail. On peut commencer donc par le principal résultat de ces études, c'est de montrer, de schématiser la structuration de la filière. Alors, je peux reprendre là où j'en étais. Je vais, euh, je vais aller assez vite, hein, comme ça. J'ai pas mal perdu du temps déjà, et puis désolé pour ce petit contretemps. Alors, on va directement aller à la suite. Donc, maintenant qu'on a identifié et schématisé les principaux acteurs de la filière, on peut aussi cartographier les principaux flux. Et on voit que ça part beaucoup du sud et du sud-est pour aller à Port-au-Prince, que la portion nord du pays, elle est nettement moins développée sur ces flux. On voit aussi qu'il y a un certain nombre de flux là que j'avais mis qui sont des flux supposés, mais qui n'ont pas encore été renseignés ni quantifiés de façon fiable. Donc ça, c'est une première tentative de cartographie des flux de produits de la pêche nationaux. Mais c'est surtout une première pierre à l'édifice qui nécessite maintenant d'être continué, consolidé, parce qu'il y a beaucoup d'informations encore à glaner pour avoir un tableau bien plus précis. Il y a un manque donc d'informations là-dessus. Quelques considérations économiques. On voit que les prix sont plus ou moins homogènes au débarquement dans tout le pays, mais que à mesure qu'on s'éloigne des points de débarquement euh, et qu'on monte dans les échelons de la filière, alors les prix des produits de la pêche augmentent aussi. Euh, Néanmoins, il y a une obligation de revendre rapidement les produits de la pêche parce que la conservation des produits est déficiente. On n'a pas une chaîne de froid très au point. De fait, il y a des faibles marges, des frais importants aussi, notamment déjà pour les pêcheurs, pour le matériel de pêche, les embarquements, les embarcations, le carburant, mais ensuite aussi pour les revendeurs, les intermédiaires de cette filière, les frais liés au carburant, puis à l'achat de glace, très important, les frais de crédit aussi. Et enfin, on a mis en lumière qu'il y avait une distribution spatiale de l'offre qui était inégale, ça convergeait beaucoup vers Port-au-Prince. Certains marchés locaux étaient plus ou moins saturés, avec beaucoup d'offres et peu de demandes, mais à l'inverse, à d'autres endroits plus loin du littoral, il y avait une forte demande et très peu d'offres, simplement parce que la filière de distribution ne soutenait pas le rythme. Euh, Quelques considérations économiques supplémentaires. La transformation des produits à des fins de liquidation des invendus. Euh, Ça, c'est par exemple pour tout ce qui est invendus locaux, transformés en salé séché. C'est pas une filière de transformation des produits qui a vocation à créer de la valeur ajoutée.
On n'est pas dans la transformation de produits de valeur ajoutée comme des filets, des galettes, des saucisses, que sais-je, des conserves, etc. Là, on est plutôt dans une logique de vite rendre vendables ces denrées qui sont hautement périssables. Il y a un manque de fonds de base récurrent parmi tous les acteurs de la filière, notamment les personnes qui font de l'achat-revente. Beaucoup de personnes se sont plaints que s'ils avaient davantage de fonds de base à investir, ils pourraient acheter davantage de poissons et en vendre davantage et ainsi en extraire plus de chiffre d'affaires. Maintenant, c'est pas possible d'avoir davantage de fonds de base. Les organismes des microcrédits sont pas si faciles à accrocher. Et enfin, on s'était posé la question de, dans ce cas-là, on a des pêcheurs qui revendent assez peu cher leurs produits, on a des revendeurs qui ont des prix importants, qui doivent se dépêcher de revendre leurs produits, mais alors qui sont les gagnants de cette filière? Et en réalité, ben, pas grand monde, euh, à part réellement les organismes de microcrédit et on va dire les plus grosses agences, les plus gros intermédiaires, ceux qui peuvent mettre en place une logistique un peu plus importante avec une chaîne de froid, etc. C'est difficile de voir vraiment des métiers qui sont rentables dans cette filière. Donc beaucoup de difficultés expliquent aussi cette faible rentabilité. Un contexte socio-économique compliqué. J'ai déjà dit une ressource aussi qui est mal exploitée. On a des faibles tonnages, hein. Et en termes de quantité absolue, c'est assez peu important. C'est peut-être 20 000 tonnes annuelles qui sont débarquées issues de la pêche nationale, essentiellement des ressources côtières. Donc le littoral proche, lui, est surexploité, tandis que les ressources pélagiques au large, elles, sont très peu exploitées. Et ensuite, on a une filière de distribution qui est défaillante déjà parce que la conservation est rendue difficile par l'absence de chaîne de froid et d'accès à la glace. Les conditions d'hygiène aussi compliquées. Euh, Mixité sociale, je l'ai déjà un petit peu dit, mais les pêcheurs sont un peu les dindons de la farce dans cette situation. Ils sont coincés par les revendeurs qui imposent des prix d'achat assez faibles. Euh, les revendeurs eux-mêmes, après, vont pas pouvoir avoir une force de marchandage face aux clients ou aux agences de ce niveau. Et donc, tout ça dans une désorganisation importante avec une multiplicité d'acteurs informels qui ne suivent pas forcément une logique économique. Quelle perspective de développement? Là, je vais être assez négatif, mais ce qu'on a vu, c'était que la situation globale compliquée du pays remettait en question quasiment toute intervention. C'est sûr que si on n'a pas un accès à l'électricité, au carburant et puis l'infrastructure de base, etc., c'est compliqué de progresser dans ce sens-là. Et la filière de pêche, comme beaucoup d'autres choses, tributaire du développement général du pays, du contexte général du pays. Euh, Dans cette situation, on peut quand même déjà impulser certaines actions. La première, c'est de sécuriser les stocks nationaux, déjà de pas les dilapider auprès des puissances étrangères, notamment les ressources pélagiques, donc les ressources au large et la pêche profonde, qui n'est pas encore très développée au niveau du pays. Elle ne doit pas être dévoyée, être vendue à peau de chagrin à des entreprises étrangères, à des puissances étrangères. À l'intérieur de la filière, il faudrait davantage favoriser les pratiques entrepreneuriales et rompre avec cette logique d'habitude et de perpétuation des activités comme on l'a toujours fait. Après, il y a aussi un renouvellement du matériel qui est déjà possible. Pour le moment, les coûts de fonctionnement sont élevés, que ce soit les moteurs, les moyens de conservation, caisses externes, etc. Des infrastructures aussi en mauvais état qui ne permettent pas une pleine efficacité déjà de la filière telle qu'elle est active maintenant. Et plus généralement, le rôle de l'État doit être plus important dans cette filière. Et on a ressenti ça, hein, une hostilité vis-à-vis d'agents du ministère qui nous accompagnaient parce que les acteurs de la filière se sentaient un petit peu abandonnés par l'État dans l'activité professionnelle.
Quelques recommandations, enfin, celles-ci sont limitées, comme j'ai évoqué, parce que texte compliqué exige, il faudrait déjà que la situation soit plus stable dans le pays pour qu'on puisse travailler efficacement. Mais en l'état, on peut déjà favoriser davantage la mise en place de coopératives de pêche. Il y a une structuration qui se fait déjà dans le sud du pays avec les associations de pêcheurs et après ces unions d'associations de pêcheurs. Quelque chose d'intéressant. Maintenant, l'outil coopératif semble plus adéquat pour basculer vers une logique qui est davantage entrepreneuriale. Ensuite, ce qui est possible de faire, c'est de sensibiliser la population et les pêcheurs aux tailles minimales de capture. Il y a beaucoup de juvéniles qui sont pris pour le moment. Et ça, c'est très dangereux pour le stock ultérieur de ressources. Euh, donc, sans basculer dans des contraintes et dans des mesures coercitives, il est déjà possible de sensibiliser davantage les populations, pêcheurs, distribuer des gabarits, etc. Mise à niveau de l'hygiène, enfin, est possible aussi. Ça, c'est plutôt le rôle de l'État de remettre à neuf toutes les infrastructures de base. Et enfin, tout ce qui est création de valeur ajoutée, généraliser les pratiques de transformation des produits halieutiques, que ce soit mettre en filet, mettre en tranche, etc. pour le packaging aussi, pour créer des produits à plus haute valeur ajoutée. Et, et, tout ça serait possible grâce à un changement de mentalité qui peut être impulsé déjà au sein des écoles, par exemple, et l'administration. Et englobant tout ça, évidemment, réformer un petit peu, moderniser le cadre législatif et institutionnel. Et c'était déjà en cours et c'était même l'objet de notre expertise collective avec le ministère. Voilà pour on va dire, ces premiers éléments balancés un peu en vrac, mais je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci Grégoire pour la présentation. Une présentation succincte avec des recommandations générales et également précises sur différents aspects. Vous avez parlé de du changement de mentalité vis-à-vis de la paix. Vous avez parlé d'un cadre législatif et autres. La première question que nous avons, c'est dans une vision de moderniser ce modèle, quel rôle reviendrait au gouvernement, quel rôle reviendrait aux organisations communautaires et également quel rôle reviendrait aux organisations privées? Et quels sont, à mon avis, les enjeux fondamentaux, majeurs que l'on doit prendre en compte pour avoir ce meilleur consensus en Haïti et développer ce modèle? Parce que je ne sais pas si tu as entendu parler des conflits par rapport aux anguilles. Peut-être que Rossini connaît mieux ce dossier. La question des anguilles en Haïti, ça reste un secteur très intouchable. Il y a eu un texte dans New York Times, je crois, qui parlait surtout les implications politiques avec le secteur privé, un mécanisme, un cadre d'exploitation de l'ensemble des anguilles. C'est beaucoup d'argent. Et là, maintenant, on parle de cadre législatif, on parle de le rôle régulateur de l'État haïtien. Pour moi, ça représente un enjeu considérable. Je ne sais pas pour les autres types de poissons, pour la pêche en général, mais existe-t-il des enjeux systématiques fondamentaux que l'on doit prendre en compte avant de pouvoir développer, planifier un modèle qui puisse aller à notre avantage, l'avantage des pêcheurs, l'avantage du pays et l'avantage, bien entendu, en termes de tourisme, tout ça. Est-ce que la question fait sens ou bien tu vois un Oui, petit oui, peu? bien sûr, vaste question, mais déjà pour reprendre l'exemple des anguilles, moi j'avais vu ça, un exode massif des gens, de la population de tout le pays pour aller vers les zones où remontaient les petites civelles et qui, avec des moustiquaires, venaient choper comme ça en vrac tout ce qu'ils pouvaient trouver. Et ce sont des pratiques vraiment pas durables. Et c'était aussi pêché pas du tout que par des pêcheurs. C'était un peu toute la population qui pouvait s'y mettre. Et mais ça, c'est un très bon exemple. C'est symptomatique de la situation générale. C'est que ces gens-là sont poussés par la possibilité d'avoir un revenu grâce à cette pêche.
C'est déjà aussi le manque d'alternatives économiques et c'est la situation générale aussi socio-professionnelle qui pousse à avoir comme ça des gestes aussi extrêmes que de ramasser des civets avec des filets moustiquaires. Et on peut pas leur jeter la pierre si on a un- une situation socio-économique qui est quand même très 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 difficile. On en vient à faire ce genre de choses et on peut réformer le cadre législatif. L'État peut mettre en place ceci, cela. Si les gens sont pauvres et qu'ils ont cette possibilité de se faire un peu de revenus, ils vont le faire et c'est tout à fait normal, quoi. Ouais, Donc, ouais, donc voilà, donc ça fait écho au constat plus général. Je disais que le rôle de l'État, dans ce cas-là, c'est déjà d'installer une base de la pyramide qui soit plus solide, c'est-à-dire un contexte social, politique, économique, plus général, hein, pas que propre à la pêche, mais qui soit plus favorable, de sorte que les agents de la filière de pêche puissent évoluer plus librement. Et pour le moment, c'est pas le cas. Donc déjà, le premier rôle de l'État, c'est de s'assurer une stabilité, à mon avis. Et sans ça, quelles que soient les actions qu'on peut mettre en place, elles seront pas pérennes sans cette condition sine qua non. merci, merci beaucoup. Je vois également que tu as travaillé avec beaucoup de chercheurs haïtiens. Il y a des chercheurs qui sont actuellement au Canada. Tu as un petit peu effleuré ou tâté la réalité des pêcheurs haïtiens. Ah, est-ce que tu as remarqué une certaine résistance? Quel a été le principal obstacle, je ne sais pas, pour faire comprendre aux pêcheurs, effectivement, qu'il y a nécessité de moderniser? Et tu as parlé de changement de mentalité. À quel niveau ce changement de mentalité reste un handicap majeur pour pouvoir développer quelque chose avec, bien entendu, cette catégorie d'acteurs? À quel niveau tu vois ce changement de mentalité représente un handicap majeur? À quel niveau? Ah, c'est toujours la même chose, là, pas du gain immédiat, euh, et on peut jeter la pierre à personne, hein, on va motiver les actions davantage qu'une logique entrepreneuriale sur le plus long terme. Euh, et donc la logique court-termiste vient freiner les projets possibles de modernisation de la filière et, et mettre en péril donc l'état de la ressource en poisson. Ça c'est le premier point. Et deuxième point aussi, c'est que je l'ai pas trop relevé dans la présentation, j'aurais dit en avant, mais la population euh, cible essentiellement les ressources côtières, hein, les poissons côtiers qui sont déjà surexploités, mais derrière les poissons, on va dire la pêche hauturière, les poissons qui sont plus au large, eux ne font pas l'objet d'une grosse pression de pêche, mais aussi ils sont peu demandés par la population locale. Les gros poissons finalement sont pas du tout populaires et pourtant ils représentent un potentiel intéressant déjà bah, pour la consommation humaine, mais aussi pour le développement économique. Et aussi, ce serait une façon d'alléger la pression sur la ressource côtière que de transitionner vers ce type de pêche plus au large. Donc là aussi, on a un changement de mentalité, presque dans le choix des consommateurs dans ce type de poisson. OK, merci. Ossini, tu as une question? Hmm. On entend souvent parler d'une pêche artisanale améliorée en Haïti. En quoi consisterait-elle, en gros? Là, j'imagine qu'il s'agit d'une pêche motorisée avec des embarcations peut-être en fibre vert, déjà dans le matériel, dans le type de pêche aussi, avoir une pêche plus sélective qui ne cible pas les juvéniles et pas les petites espèces côtières, euh, qui va davantage aller au large, les plutôt les thons, les carangs, etc. J'imagine que c'est de ça dont on parle quand on parle d'une pêche artisanale améliorée, par opposition à ces pirogues côtières, qui prennent en vrac, qui trouvent.
OK, merci. Maintenant, dans les initiatives de recherche avec les chercheurs et chercheuses haïtiens, as-tu vu ou y a-t-il eu mention d'une stratégie, d'une politique nationale en matière de pêche en Haïti? Oui, oui, il existait, il y a déjà eu plusieurs documents stratégiques. Il y avait une politique nationale des pêches 2010-2014. Euh, Quand on a commencé l'expertise, déjà à la fin de la politique, la version d'après, 2015-2019. Après, il y a eu le Covid, donc je sais pas s'il en a été, s'il y a eu une nouvelle politique des pêches, mais il y a toujours eu un cadre stratégique national, avec toujours cette volonté de professionnaliser la filière, de la formaliser, et, euh, et aussi de transitionner de la pêche côtière surexploitée à une pêche plus hauturière. Euh, mais entre la volonté et entre les documents stratégiques et la pratique, après, il y a souvent un gros gap, quoi. Donc, ça colle. Et peut-être que ça sera la dernière question s'il n'y a pas d'autres. Dis-moi, à ton avis, est-ce qu'il y a des raisons d'avoir peur? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses, si l'on ne fait pas ça dans un cadre, je ne sais pas, urgent, mi-terme, dans 2 ans ou 3 ans par rapport au secteur de la pêche, on risque d'anéantir les multiples opportunités? Est-ce qu'il y a certaines choses que nous devons prendre en compte, certaines choses urgentes pour le secteur? Et si nous ne le faisons pas dans 1 an, dans 2 ans, on risque de perdre, disons, la dynamique, la mécanique du secteur et tout ce que peut-être potentiellement le secteur peut offrir. Hier, il y a eu une présentation sur les aires marines protégées. On a vu qu'il y a eu des espèces en Haïti. Le type de pratique de pêche, c'est par rapport à la subsistance. Il y a des espèces qui sont en voie de disparition. C'est comme, il y a une surexploitation. Toi aussi, tu viens de le mentionner. Est-ce qu'il y a des mesures urgentes que tu crois qu'on peut prendre peut-être dans 1 ou dans 2 ans? Et si on ne les prend pas, ça risque d'anéantir un petit peu les efforts à long terme dans ce secteur-là. Euh, oui, oui et non. Oui, il y a de quoi avoir peur pour la pêche côtière surtout. Non, parce qu'il y a toujours cette opportunité avec la pêche plus hauturière. Mais pour la pêche côtière, oui, complètement, il y a raison d'avoir peur. Mais en même temps, c'est compliqué d'arrêter puis d'imposer quoi que ce soit aux pêcheurs qui sont déjà très pauvres, aux populations côtières qui sont déjà très remontées vis-à-vis des autorités, qui se sentent abandonnés. Si par-dessus on leur met une interdiction, ça va très mal passer. Alors la théorie voudrait que oui, on mette ça en place, mais la faisabilité sera très très compliquée. Et même si on interdit ceci, cela, je pense que les gens continueront à le faire simplement parce qu'il n'y a pas d'alternative pour le moment. Donc c'est un peu une impasse, hein. En tout cas sur la pêche côtière, ouais, c'est une impasse qui est préoccupante. Donc encore, on revient à la question de la mentalité, au changement de mentalité. Et aussi, Oui, 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 mais aussi le manque d'alternatives, c'est ça, c'est que je juge personne, hein, on a vu ça dans d'autres pays aussi, en Afrique de l'Ouest, c'est la même chose, c'est beaucoup le manque d'alternatives qui fait que, comme ça aussi. hmm, est-ce que peut-être, je ne sais pas, je pose beaucoup de questions, dans les alternatives, est-ce qu'il y a déjà, je sais qu'il y a toujours, il y a la question de la subsistance, mais pour une communauté côtière qui dépend de la pêche, quelle serait la meilleure alternative en matière de consensus avec l'État haïtien ou peut-être les acteurs du système pour qu'ils acceptent plus ou moins euh, de se conformer ou d'accepter un cadre normal, pratique de pêche qui protège la pêche, mais aussi qui fait en sorte que ce secteur puisse respirer et se développer? Est-ce qu'il y a des alternatives qui ont été expérimentées dans le passé, par exemple, avec les Ouais, bah pêcheurs? déjà la structuration bottom-up, la structuration en partant du bas, en partant des acteurs de terrain, notamment les associations, les unions de Mhm. pêcheurs, la mise en place de coopératives, parce que la coopérative a une dimension plus économique, entrepreneuriale, peut-être que les associations ont moins.
Ça, ce serait déjà une très bonne chose. La formalisation, tenir des comptes avec le suivi par espèce, le tonnage, le prix de vente, etc. Cette formalisation-là, volontaire par le terrain, ensuite, ce serait déjà une très bonne chose. Ouais, moi je dirais ça, l'éducation, et enfin, ben, pour faire un lien avec la présentation d'avant, le tourisme aussi est une alternative qui permettrait de générer des revenus. Les populations côtières ont un potentiel aussi touristique important. C'est tout ça, je pense, coopérative et puis source de revenus autre que la pêche. Bien. OK, merci, c'est compris et on est vraiment de la fin de la présentation. Est-ce que tu as un message? Là, pour notre dernier message, c'est toujours l'optimisme. Si oui, tu crois qu'il y a un optimisme dans ce secteur, en quoi résiderait-il et quel serait le premier levier à prendre en compte pour faire en sorte à ce que ce secteur puisse avoir un décollage euh, assez pertinent et efficace. Donc, ça sera Hmm. vraiment ton dernier message par rapport à tout ce que tu as vu, les recherches que tu as effectuées, les travaux, tes expériences. En quoi cet optimisme dans ce secteur résiderait-il? Bah, je reste toujours optimiste parce que je vois aussi ben, des gens comme vous, la jeune génération qui s'implique, qui s'investit, qui intègre, qui a des très bonnes connaissances. Et c'est de ce côté-là, à mon avis, qu'il faut regarder et puis se dire que le futur sera peut-être plus heureux que le présent. En tout cas, c'est grâce à des gens comme vous, et c'était ça aussi que je voulais dire, le mot de la fin. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, et je salue vraiment votre initiative, et c'est ce genre de choses qui permettront de faire avancer la situation. OK, merci beaucoup, Grégoire. Ça a été Merci vraiment un beaucoup. plaisir, un honneur pour nous. Merci tout le monde pour la présentation ça, qui était courte, qui était simple. C'était une présentation pour t'introduire nous à la réalité pêche là en Haïti. Comprendre l'état de la question, ça veut dire recherche qu'a fait la dernière. Nous gagnons un monde qui était dans la recherche avec Grégoire, qui actuellement fait un stage mais au Canada. Nous comptons sur Rossini pour connecter les pour rentrer dans l'écosystème là parce que c'est vraiment travail, c'est vraiment premier activité nous qu'on a pour année en termes de sur le plan de la conférence, c'est éducation, c'est vulgarisation, c'est sensibilisation, c'est rassemblement, c'est regroupement. Donc, qu'on y a un aspect inclusion tout qui est extrêmement important pour nous. Ça veut dire, c'est pas simplement monde qui est dans le niveau stratégique, monde qui est dans le niveau politique, monde qui est expert et tout, mais nous intéresser tout à pêcheurs. Peut-être que monde capteur de nous là, si c'est pêcheur que c'est acteur dans le système, non, nous pas croire que gen hiérarchie, nous pas croire que gen petit acteur, gen grand acteur. Nous croyons que chaque acteur a un rôle, il a importance surtout pour faire secteur florissant, je ne comprends pas. C'est comme ça nous démarrer conférence pour année, c'est pour permettre que nous introduit davantage à différents secteurs que métier a là-dedans, que corps de métier qui gagne dans le domaine là, mais tout fait nous comprendre qui genre de pillage et plus compliqué que j'en t'ai qu'à penser. Toujours pour une Haïti planifiée, toujours pour une vision partagée, n'a continuer à développer l'écosystème et connecté à l'autre. Kounia, nous avons gagné, n'a pas pause de 10 minutes, côté nous allons recevoir pour dernière présentation, nous, c'est sur hydrographie, enjeux et perspectives sur Haïtien. C'est juste une connaît une grosse discussion qui a fait côté gen gros conflit diplomatique sous cause canal, sous cause de l'eau, ressources importantes pour le pays. Et avec experts haïtiens, nous allons regarder effectivement qui enjeu qui gagne par rapport avec cause distribution de l'eau, hydrographie en Haïti. C'est dans 10 minutes environ, nous avons un petit pause et puis nous avons tourné. Encore une fois, merci Grégoire, merci pour la présentation. Reste connecté. Tout le monde reste branché dans 10 minutes qu'on a tourné pour la dernière présentation de la conférence maritime. Restez branché avec nous, on a tourné.